Quand ma femme est morte, ma belle-fille a engagé le meilleur avocat pour s'emparer de tout l'héritage. J'ai tout perdu. L'entreprise, le manoir, l'argent. Il ne me restait qu'une vieille cabane. Cette masure te va si bien, s'est moquée ma belle-fille. Un jour, j'ai trouvé un vieil homme avec un petit chien, tous deux tremblants de froid. Alors, je lui ai offert la cabane. Le lendemain, il est venu me trouver. Vous ne croirez jamais ce que j'ai trouvé sous le tapis. Ma femme avait tout planifié. Je m'appelle André et j'ai 62 ans. Pendant 36 ans, j'ai cru connaître ma famille. Je me suis trompé. Tout a commencé à s'effondrer dans le bureau de Maître Morrison, au 23e étage de l'immeuble le plus élégant de l'avenue Montaigne. La climatisation fonctionnait si fort que mes dents claquaient. Mais ce n'était pas seulement à cause du froid. C'était en février, exactement un mois après les funérailles de Gloria. Ma femme était décédée paisiblement dans son sommeil, et je n'arrivais toujours pas à y croire complètement. J'étais assis sur une chaise en cuir noir qui grinçait à chacun de mes mouvements. À ma gauche, Charles, mon fils de 34 ans, consultait son téléphone comme si rien de tout cela ne l'intéressait. À ma droite, Romina, ma belle-fille de 30 ans, portait un tailleur noir de créateur qui coûtait probablement plus cher que ma voiture. Ses ongles impeccables tambourinaient sur la table en acajou pendant que nous attendions. Maître Morrison était un homme mince aux lunettes dorées qui reflétait les lumières de la ville. Il ouvrit un épais dossier et s'éclaircit la gorge. Bien, procédons à la lecture du testament de Gloria Herrera. Je me suis penché en avant. Pendant 36 ans de mariage, Gloria et moi avions tout construit ensemble. L'entreprise d'importation que nous avions démarrée dans le garage de notre première maison et qui valait maintenant 3 800 000 euros. Le magnifique manoir à Neuilly-sur-Seine, où nous avions élevé Charles. Les économies, les investissements, une vie entière de travail commun. Maître Morrison commença par les formalités légales, mais mes yeux se tournèrent vers Romina. Il y avait quelque chose dans sa posture, dans la façon dont elle se tenait très droite, comme si elle attendait quelque chose de précis. Charles gardait les yeux rivés sur son téléphone, évitant de me regarder. L'entreprise familiale Importation Herrera, lut Maître Morrison, est divisée à parts égales entre Charles Herrera et André Herrera. Je soupirais de soulagement. C'était ce à quoi je m'attendais. Mais alors, Maître Morrison continua. Cependant, il existe une clause spéciale rédigée 6 mois avant le décès de Madame Herrera. Mon estomac se serra. 6 mois. Gloria avait modifié le testament 6 mois avant de mourir et ne m'en avait jamais parlé. En raison des circonstances particulières de la famille, poursuivit Maître Morrison, et considérant l'avenir de la prochaine génération, Charles Herrera recevra 70% de l'entreprise. André Herrera recevra les 30% restants. J'eus l'impression d'avoir été giflé. Circonstances particulières. Qu'est-ce que cela signifiait? Maître Morrison me regarda par-dessus ses lunettes. Apparemment, votre épouse a estimé que Charles, étant l'héritier naturel et ayant une jeune famille à charge, Gloria et moi avons bâti cette entreprise ensemble, l'interrompis-je, la voix tremblante. J'ai travaillé jour et nuit pendant 30 ans. Charles leva enfin les yeux de son téléphone. Papa, maman pensait à l'avenir. Romina et moi avons des projets pour développer l'entreprise. C'était la première fois qu'il me parlait directement depuis notre arrivée. Ses yeux, qui étaient habituellement chaleureux quand il me regardait, semblaient maintenant distants, froids, comme ceux d'un étranger. Mais cela ne s'arrête pas là, continua Maître Morrison. Concernant la résidence familiale à Neuilly-sur-Seine, mon cœur battait si fort que je crus que tout le monde dans la pièce pouvait l'entendre. Cette maison n'était pas seulement une propriété. C'était là que Charles avait fait ses premiers pas, là que Gloria et moi avions célébré chaque anniversaire, là que nous avions prévu de vieillir ensemble. La propriété située au 1247 avenue Anastasia, évaluée à 1 200 000 euros, passe entièrement au nom de Charles Herrera. Cette fois, je ne pus retenir un son étouffé. Entièrement. Gloria m'avait laissé sans maison. Maître Morrison continua de lire comme s'il récitait une liste de courses. Les comptes bancaires conjoints sont divisés. 60% pour Charles, 40% pour André. Les véhicules,
La Mercedes et la BMW reviennent à Charles. La Toyota revient à André. Romina se pencha en avant, ses lèvres se courbant en quelque chose qui n'était pas exactement un sourire. C'est juste le temps que tu te stabilises, André. Charles et moi en avons parlé. Parler de quoi? Ma voix semblait étrange, comme si elle venait de très loin. Eh bien, Charles s'éclaircit la gorge. Évidemment, tu ne peux pas vivre seul dans une si grande maison. Elle est trop chère à entretenir. Et franchement, tu n'as plus l'âge de... Je n'ai plus l'âge de quoi? Mes mots sont sortis plus forts que je ne l'avais voulu. Je me suis surpris moi-même. Je ne me souvenais pas de la dernière fois où j'avais élevé la voix de la sorte. Romina posa une main sur celle de Charles, un geste qui se voulait protecteur, mais qui à mes yeux paraissait calculé. Ce que Charles veut dire, c'est que nous t'avons trouvé un endroit parfait, un appartement, très confortable, près de... Non, je me suis levé si brusquement que ma chaise a reculé en grinçant. Je ne déménagerai dans aucun appartement. C'est ma maison. Maître Morrison s'éclaircit la gorge, mal à l'aise. Monsieur Herrera, il y a une dernière propriété mentionnée dans le testament. Je me suis rassis lentement, pris de vertige. Qu'est-ce qu'il pouvait bien y avoir d'autre? Il existe une petite cabane à la campagne, à l'adresse 14 589 Old Cutler Road. Cette propriété est entièrement au nom d'André Herrera. J'ai cligné des yeux. Cette vieille cabane que Gloria avait achetée il y a des années et que nous n'avions jamais utilisée. C'est bien celle-là, confirma Maître Morrison. Selon les registres, elle a été évaluée à 8 000 euros. Un silence étrange emplit le bureau. Puis, Romina éclata de rire. C'était un rire aigu, cristallin, qui résonnait contre les fenêtres du 23e étage. « Cette bicoque te va si bien !» s'exclama-t-elle, sans prendre la peine de dissimuler son amusement. « Elle est parfaite, André. Vieille, négligée, oubliée. » Charles ne rit pas, mais il ne me défendit pas non plus. Il resta assis, le regard détourné, comme si la vue sur la ville était soudainement devenue fascinante. Ce silence valait un aveu. « Romina, dis-je à voix basse, cette cabane est peut-être vieille, mais ma femme l'a achetée pour une raison. » « Oui, » répliqua-t-elle en s'essuyant les larmes de rire. Elle s'est probablement sentie coupable de te laisser pratiquement sans rien et a pensé que tu devrais au moins avoir un toit. Maître Morrison referma le dossier d'un bruit sec. Bien, ceci conclut la lecture du testament. Les documents de transfert seront prêts la semaine prochaine. Je restais assis, observant Charles et Romina se lever. Ils discutaient à voix basse de projets pour l'entreprise, de changements qu'ils voulaient apporter à la maison, comme si je n'étais pas là. « Papa ?» Charles s'adressa enfin à moi. « Nous avons besoin que tu libères la maison avant la fin du mois. Romina et moi voulons la rénover avant d'emménager complètement. »« Avant la fin du mois ?» répétai-je les mots comme s'ils venaient d'une langue étrangère. « Charles, c'est dans 2 semaines. »« C'est amplement suffisant, » intervint Romina. « Ce n'est pas comme si tu avais beaucoup de choses à emballer. » Cette nuit-là, de retour dans ma maison, dans la maison qui n'était plus la mienne, je marchais silencieusement dans les couloirs. L'écho de mes pas sonnait différemment, comme si la demeure savait déjà qu'elle ne m'appartenait plus. L'arôme des gardénias que Gloria avait plantés dans le jardin s'infiltrait par les fenêtres ouvertes, mais il sentait désormais l'adieu. Je m'assis sur le bord de notre lit, le lit où Gloria était morte paisiblement dans son sommeil, et j'essayais de comprendre ce qui s'était passé. Comment j'en étais arrivé là? Comment l'homme qui avait bâti un empire aux côtés de sa femme se retrouvait pratiquement sans rien? Sur la commode, à côté de mon côté du lit, se trouvait la dernière photo que nous avions prise ensemble. Gloria avait le bras autour de mes épaules. Nous sourions tous les deux. Je portais la montre qu'elle m'avait offerte pour notre 20e anniversaire, une simple Seiko en acier qu'elle avait achetée quand nous n'avions pas encore d'argent pour le luxe. Je l'ai retirée et l'ai tenue contre la lumière. C'était la seule chose de valeur qui me restait, à part cette mystérieuse cabane dont je ne me souvenais même pas avoir visité. Le lendemain, alors que j'emballais mes affaires dans des cartons que Charles avait apportés pour m'aider, je trouvai une vieille clé dans le tiroir du bureau de Gloria. Elle était dorée et petite, différente de toutes les autres clés de la maison. Quand j'ai interrogé Charles à son sujet, il a haussé les épaules. « Aucune idée.
Romina, qui mesurait les fenêtres pour de nouveaux rideaux, ne se retourna même pas. C'est probablement celle de cette horrible cabane. Tu devrais la jeter avec le reste des vieilles affaires. Mais quelque chose me poussa à glisser la clé dans la poche de ma veste. C'était peut-être du pur sentimentalisme. Ou peut-être était-ce la dernière chose qui me reliait au mystère de ma femme. Gloria ne laissait jamais rien au hasard. Si cette clé se trouvait là, c'était intentionnel. 2 semaines plus tard, alors que je chargeais le dernier carton dans ma Toyota, Charles s'approcha de moi. Un instant, je crus qu'il avait peut-être réalisé l'injustice de la situation, que l'enfant que j'avais élevé avec tant d'amour allait enfin réapparaître. Papa, dit-il en évitant mon regard, c'est pour ton propre bien. La cabane te conviendra. C'est plus ton style maintenant. Je le regardais dans les yeux, cherchant une trace de l'enfant qui me serrait dans ses bras quand il faisait des cauchemars, du jeune homme qui m'appelait tous les dimanches depuis l'université juste pour entendre ma voix. Mais cet enfant s'était laissé étouffer par quelque chose d'autre, quelque chose que je n'aurais pas cru possible. Mon style demandai-je doucement. Romina apparut sur le pas de la porte principale, un sourire triomphant aux lèvres. Enfin, il était temps que tu déménages. Nous avons tant de projets pour cette maison. C'est alors que je réalisais ce que j'aurais dû comprendre depuis longtemps. Mon propre fils avait choisi le camp de sa femme plutôt que le mien. Et ce n'était pas l'erreur d'un homme aveuglé par l'amour. C'était un choix qu'il avait fait les yeux ouverts. La cabane était pire que dans mes souvenirs. J'ai conduit ma Toyota sur une vieille route de campagne jusqu'à trouver le numéro 14 589. Le chemin de terre menant à la propriété était si défoncé que toute la voiture tremblait. Quand je me suis enfin arrêté devant la bâtisse, j'ai dû prendre une grande inspiration avant de sortir. La peinture blanche s'était tellement écaillée que le bois gris apparaissait partout, comme si la maison souffrait d'une maladie de peau. Le toit en zinc était couvert de taches de rouille qui ressemblaient à des larmes sombres coulant sur les joues d'un vieil homme. Le petit porche d'entrée penchait dangereusement vers la gauche et les marches gémirent sous mon poids lorsque je montais vers la porte. La clé dorée que j'avais trouvée sur le bureau de Gloria s'adapta parfaitement à la serrure. La porte s'ouvrit avec un grincement qui me fit dresser les cheveux sur la tête. L'intérieur sentait l'humidité et l'abandon. Mes pas résonnaient sur le plancher en bois qui craquait à chaque mouvement. Il y avait à peine 3 pièces, un petit salon, une chambre et une cuisine minuscule. Les meubles étaient recouverts de draps blancs qui ressemblaient à des fantômes attendant d'être réveillés. Au centre du salon, il y avait un tapis persan qui avait dû être magnifique autrefois. Il était maintenant décoloré, avec des bords effilochés et des taches qui témoignaient de décennies sans entretien. Mais il y avait quelque chose de familier en lui, comme s'il avait appartenu à une autre époque de ma vie. Je me suis assis sur le seul fauteuil non recouvert, un vieux fauteuil inclinable en cuir craquelé, et j'ai regardé autour de moi. C'était tout ce qu'il me restait. 62 ans de vie, 36 ans de mariage, et j'avais fini dans une cabane de 8 000 € qui tombait en ruine. Du moins, c'est ce que tout le monde croyait. J'ai sorti mon téléphone et composé le numéro de Charles. Il a sonné 5 fois avant qu'il ne décroche. Papa, je suis occupé. Qu'est-ce que tu veux? Je suis déjà à la cabane, ai-je dit en essayant de garder ma voix stable. Charles, c'est inhabitable. Je ne peux pas vivre ici. Un soupir lourd est venu de l'autre bout du fil. Papa, ne dramatise pas. Il suffit de faire un peu de ménage. Et le toit fuit. L'électricité semble dater des années 60 et ça sent comme si quelque chose était mort ici. Écoute. Sa voix est devenue impatiente. Romina et moi avons déjà dépensé 15 000 € en honoraires d'avocat. Ces frais couvraient non seulement la lecture du testament, mais aussi le travail préalable de Maître Morrison pour s'assurer que les termes du document soient formulés de façon à minimiser toute contestation de ta part. Nous n'avons pas de budget pour arranger ta nouvelle maison aussi. 15 000 €, pas de simples détails techniques, mais le prix payé pour qu'un avocat travaille contre les intérêts de son propre client. La nausée me monta à la gorge. Charles, Maître Morrison était l'avocat de ta mère. Pourquoi vous a-t-il conseillé, vous? Une longue pause. Papa, il faut être pragmatique. Maman n'était plus là pour défendre ses intérêts.
Quelqu'un devait s'assurer que les choses se passent correctement. Et par correctement, tu entends à votre avantage? Il ne répondit pas à ça. Papa, je dois raccrocher. Nous sommes occupés avec les entrepreneurs. Attends, Charles, depuis quand savais-tu pour le testament? Ta mère t'avait-elle dit que... Au revoir, papa. La ligne fut coupée. Gloria était méticuleuse avec les documents. Elle ne laissait jamais rien au hasard. L'idée qu'elle ait laissé une faille que Charles et Romina auraient pu exploiter ne tenait pas, à moins qu'elle ne l'ait laissée intentionnellement. Pendant les 3 jours suivants, j'essayais de rendre la cabane habitable. Je nettoyais des années de poussière et de toiles d'araignée, vérifiais l'électricité qui fonctionnait miraculeusement et scellais les fuites du toit avec du ruban adhésif et de l'espoir. De nuit, je restais éveillé à écouter les bruits étranges de la maison. Le bois qui se contractait, le vent qui s'infiltrait par les fentes, les sons de la vie nocturne. C'était une solitude différente de tout ce que j'avais connu. Non pas la solitude d'être seul dans une pièce, mais celle de se sentir expulsé du monde que l'on avait soi-même construit. Le 4e jour, alors que je balayais le petit porche, j'ai entendu un faible gémissement provenant du parc de l'autre côté de la rue. Au début, j'ai cru que c'était un enfant qui pleurait, mais en m'approchant, j'ai vu un homme âgé, assis sur un banc sous un manguier. Il devait avoir 70 ans ou plus, avec des cheveux blancs ébouriffés et des vêtements qui avaient connu des jours meilleurs. À côté de lui, blotti dans une vieille couverture, il y avait un petit chien qui tremblait de froid. L'homme m'a vu m'approcher et s'est redressé légèrement, comme s'il allait se lever et partir. « Excusez-moi, lui ai-je dit. Vous allez bien ? Oui, monsieur. Je me repose juste un peu. Ses yeux étaient bleus et clairs, mais marqués par la fatigue. Le petit chien, un bâtard brun avec des taches blanches, me regarda de ses grands yeux humides. Son petit corps tremblait si fort que la couverture bougeait comme animée d'une vie propre. « C'est votre chien ?» Un sourire triste traversa son visage. « Oui, il s'appelle Coco. C'est tout ce qu'il me reste. »« Vous avez un endroit où passer la nuit ?» demandai-je, bien que je connaisse déjà la réponse. L'homme secoua la tête. « Le refuge est plein et il n'accepte pas les animaux. Coco et moi, on se débrouille. » Je jetai un œil vers la cabane, puis de nouveau vers le vieil homme et son compagnon. Pour la première fois depuis des semaines, je ressentis autre chose que de la douleur. Je ressentis un but. « Comment vous appelez-vous » ? « Édouard. Édouard Mendoza. »« Édouard, aimeriez-vous passer la nuit au chaud ? J'ai une cabane juste en face et il y a assez de place. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Je ne voudrais pas vous déranger, monsieur. »« André, et ce n'est pas un dérangement. En fait, ce serait même un service. La maison est bien trop silencieuse pour une seule personne. » Cette nuit-là, tandis qu'Édouard et Coco s'installaient dans la petite chambre, je restais dans le salon, préparant du café dans la minuscule cuisine. Il y avait quelque chose de réconfortant à sentir de la vie dans la maison, à entendre quelqu'un d'autre se déplacer dans les pièces, à savoir que je n'étais pas le seul être humain entre ces murs fissurés. Édouard se révéla être un homme éduqué et doux. Il avait été instituteur pendant 40 ans, jusqu'à ce que sa femme décède et qu'il perde sa maison à cause des frais médicaux. Il vivait dans la rue avec Coco depuis 6 mois, survivant grâce à la gentillesse d'étrangers et à sa petite pension. « Je ne comprends pas pourquoi vous êtes si généreux avec moi, » me dit-il, tandis que nous buvions du café sur le porche le lendemain matin. « Parce que nous savons tous les deux ce que c'est de tout perdre, » répondis-je sans réfléchir. Édouard m'étudia de ses yeux bleus perspicaces. « Vous avez aussi perdu votre foyer ?» Je lui racontai mon histoire. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'il était plus facile de parler à un étranger que d'admettre ma douleur aux personnes qui me connaissaient. Je lui parlais du testament, de Charles, de Romina, de comment j'étais passé d'une vie confortable à m'asseoir dans une cabane délabrée, me demandant où tout avait mal tourné. « Votre épouse, » dit Édouard quand j'eus fini, « ne semble pas être le genre de femme à faire une chose pareille sans une bonne raison. » Je ne répondis pas immédiatement. Gloria était juste, attentionnée. Elle ne prenait jamais de décisions importantes sans me consulter. C'est pourquoi tout cela était si étrange. Si profondément étrange que cela faisait plus mal que la perte elle-même.
Peut-être y avait-il quelque chose que vous ne saviez pas, continua Édouard. Comme quoi? Il haussa les épaules. Je dis juste que les bonnes femmes ne deviennent pas cruelles du jour au lendemain, surtout pas avec les hommes qu'elles aiment. Cet après-midi-là, tandis qu'Édouard jouait avec Coco dans la petite cour arrière, je restais debout à la porte, les regardant. Cela faisait des semaines que je n'avais pas ressenti cette sensation de paix, l'idée que les choses pourraient peut-être s'arranger. Romina avait eu raison sur un point. Cette cabane était vieille, négligée et oubliée. Mais c'était peut-être précisément pour cela que Gloria l'avait choisie. Un endroit que personne ne convoiterait. Un endroit parfait pour cacher ce qui ne devait pas être trouvé par les mauvaises personnes. Je regardais le plancher sous le tapis persan et, pour la première fois, je me demandais si l'état délabré de la maison n'était pas accidentel, mais intentionnel, une façon de s'assurer que Charles et Romina ne s'y intéressent jamais. Édouard, lui dis-je quand il revint sur le porche, avant de prendre une grande décision, j'ai besoin d'explorer cette maison plus attentivement. Il y a peut-être quelque chose que je n'ai pas encore vu. Bien sûr, dit-il avec un sourire tranquille. Coco et moi, nous vous attendons. Je passai l'heure suivante à inspecter chaque recoin. C'est en soulevant le tapis persan pour vérifier l'état du plancher que je le vis. L'une des planches du parquet était différente des autres. Elle était plus neuve, d'une couleur légèrement distincte, et elle avait de petites charnières sur un côté qui étaient à peine visibles à moins de les chercher. « C'est une porte secrète », murmurai-je en m'agenouillant pour l'examiner de plus près. Je remarquai alors une petite serrure dorée incrustée dans le bois. Mon cœur commença à battre plus vite. Je sortis la clé dorée de la poche de ma veste, celle que j'avais trouvée sur le bureau de Gloria et que Romina m'avait dit de jeter. J'insérai la clé dans la serrure. Elle s'adapta parfaitement. Avec un léger clic, la serrure s'ouvrit et la planche du parquet se souleva comme le couvercle d'une boîte à musique. En dessous, il y avait un espace creux. Et à l'intérieur de cet espace, un coffre métallique de la taille d'une boîte à chaussures. Il était en acier poli, sans aucune trace de rouille malgré les années, comme s'il avait attendu ce moment. « Mon Dieu !» murmurai-je, sentant mes jambes trembler. J'appelai Édouard. Il arriva rapidement, Coco sur ses talons. « Regardez ce que j'ai trouvé. » Nous nous regardâmes un long moment. Coco renifla le bord du trou dans le parquet, remuant la queue comme s'il savait lui aussi que nous avions trouvé quelque chose d'important. « On le sort ?» demanda Édouard doucement. J'acquiesçai. À nous deux, nous soulevâmes le coffre. Il était plus lourd que je ne l'avais imaginé. Et quand nous le déplaçâmes, quelque chose résonna à l'intérieur, comme des papiers qui bougeaient. Nous le posâmes sur la petite table du salon. Sur le couvercle, il y avait une plaque dorée avec une inscription gravée. « À mon cher André. Le véritable amour trouve toujours son chemin. Gloria. » Les larmes commencèrent à couler avant que je puisse les retenir. Édouard posa une main réconfortante sur mon épaule. « Votre épouse savait que vous viendriez ici, » dit-il gentiment. « Elle a fait plus que ça, » répondis-je. « Je crois qu'elle a tout planifié depuis le début, y compris l'état de cette maison. Elle l'a laissé se dégrader intentionnellement pour que personne ne s'y intéresse. Le coffre avait une autre petite serrure, mais cette fois, elle n'avait pas besoin de clé. C'était une serrure à combinaison à 4 chiffres. Je regardais les chiffres vierges, essayant de penser au numéro qui aurait été important pour Gloria. J'essayais notre date d'anniversaire, 1207, rien. J'essayais son anniversaire, 0815, rien. Alors une idée me vint, le jour où nous nous étions rencontrés. Gloria disait toujours que c'était le jour le plus important de sa vie, le 22 mars 1985. Je composais 2203. Le coffre s'ouvrit avec un clic satisfaisant. À l'intérieur, soigneusement organisé, il y avait plusieurs enveloppes en papier épais, quelques documents officiels et, sur le dessus, une lettre avec mon nom écrit de la calligraphie familière de Gloria. Avec des mains tremblantes, je pris la lettre et l'ouvris. L'écriture de Gloria remplissait 2 pages entières. « Mon cher André, » commençait-elle, « si tu lis ceci, cela signifie que tu as trouvé mon dernier cadeau pour toi. Et cela signifie aussi que mes craintes concernant notre famille se sont réalisées. » Édouard s'éloigna discrètement vers la cuisine,
me laissant de l'intimité, mais je lui fis signe de rester. Non, s'il vous plaît, vous m'avez aidé à trouver ceci. Vous pouvez rester. Je continuais à lire à voix haute. Ma voix tremblait. Au cours des dernières années, j'ai observé des changements chez Charles qui m'inquiètent profondément. Son mariage avec Romina a apporté une ambition que je ne reconnais plus chez notre fils. Il y a 6 mois, des soupçons me sont venus. Certains regards que Romina me lançait quand elle croyait que je ne la voyais pas. Des conversations qui s'arrêtèrent brusquement quand j'entrais dans une pièce. J'ai alors pris une décision. J'ai placé un petit appareil d'enregistrement dissimulé dans le salon, afin de savoir ce qui se tramait vraiment. Je fis une pause, sentant un nœud dans la gorge. Gloria ne laissait jamais rien au hasard. Elle avait su et elle avait agi avec méthode. Édouard s'assit en face de moi. Je continuai à lire. Ce que j'ai entendu m'a brisé le cœur. Charles et Romina planifiaient quelque chose lié à mon testament, quelque chose qui te laisserait dans une position vulnérable. Ils parlaient d'avocats, de stratégie légale, de la manière de s'assurer que la majeure partie de notre fortune reste entre leurs mains. Et ils avaient même approché Maître Morrison en privé pour obtenir sa coopération. Le sang se glaça dans mes veines. Les 15 000 € d'honoraires que Charles avait mentionnés, la complicité de l'avocat, tout s'expliquait maintenant. C'est pourquoi j'ai changé le testament, mon amour. Non pas pour te punir, mais pour te protéger. Le testament qu'ils ont lu au bureau de Maître Morrison est réel, mais incomplet. Ce n'est que la première partie de mon plan. Édouard se pencha en avant. « Première partie », répéta-t-il à voix basse. Je continuai à lire. Je savais que Romina se moquerait de la vieille cabane, qu'elle la considérerait comme une insulte suprême. Je savais que Charles serait trop orgueilleux pour jamais venir la visiter. Voilà pourquoi j'ai laissé cette maison se dégrader, non pas par oubli, mais délibérément. Un endroit en ruine n'attire pas les regards, ne suscite pas la convoitise. C'était la cachette parfaite pour ce que je voulais vraiment te laisser. Mes mains tremblaient si fort que je dus poser la lettre sur la table pour pouvoir poursuivre ma lecture. Dans les autres enveloppes, tu trouveras des documents prouvant l'existence de comptes bancaires que j'ai ouverts secrètement au cours des 10 dernières années. Chaque fois que l'entreprise connaissait un mois particulièrement bon, je transférais une partie des bénéfices sur ces comptes. Tu y trouveras également des titres de propriété que j'ai achetés en ton nom sans que tu le saches. Édouard siffla doucement. Votre épouse était une femme très intelligente. André, continuait la lettre, le patrimoine qu'il croit avoir hérité ne représente qu'un tiers de ce que nous avons réellement bâti ensemble. Ce qui se trouve dans ce coffre est ton véritable héritage. 3 200 000 € sur des comptes bancaires, plus 3 propriétés commerciales à Paris qui génèrent des revenus mensuels de 15 000 €. Je laissai tomber la lettre. J'avais passé 3 semaines à me sentir anéanti, persuadé d'être ruiné, alors qu'en réalité, j'étais plus riche que je n'aurais jamais pu l'imaginer. « Ce n'est pas possible, » murmurai-je. Édouard ramassa la lettre et continua la lecture là où je m'étais arrêté. « Si tu as trouvé quelqu'un à qui offrir un abri ce soir, c'est que ton cœur n'a pas changé. Je savais que ta bonté naturelle te pousserait à ne pas rester seul dans cette maison, à tendre la main à quelqu'un dans le besoin. Et je savais que cette personne, mue par la gratitude, t'aiderait à trouver ce que j'ai caché ici. L'amour et la bonté trouvent toujours le moyen d'être récompensés. Édouard et moi nous regardâmes. Ce n'était pas de la magie, c'était Gloria qui avait compris qui j'étais, mieux que je ne me connaissais moi-même. Il y a plus, continua Édouard en lisant. Les documents dans les autres enveloppes incluent des preuves des conversations que j'ai enregistrées entre Charles et Romina. Des fichiers audio, des transcriptions, des preuves qu'ils ont manipulé le processus légal pour s'assurer du résultat souhaité. Tu as entre les mains tout ce dont tu as besoin pour annuler le testament, si tu décides de le faire. Mon esprit s'emballait. Les enregistrements, les preuves. Gloria avait tout documenté. Mais la lettre continuait. Tu as aussi quelque chose de plus précieux, ta liberté. Tu n'as plus à dépendre de personnes qui ne t'apprécient pas. Tu n'as plus à mendier l'amour de ceux qui ont choisi la cupidité plutôt que la famille. Tu peux choisir ton propre chemin. Édouard termina de lire la lettre. Utilise ce cadeau avec sagesse, mon amour. Fais confiance à ton cœur comme tu l'as toujours fait. Et souviens-toi,
Ce n'est pas la fin de ton histoire. C'est seulement le début de ta véritable liberté. Je t'aime maintenant, et pour toujours, ton épouse dévouée, Gloria. Nous restâmes silencieux pendant plusieurs minutes. Coco s'était blotti à mes pieds, comme s'il comprenait que quelque chose d'important venait de se produire. Il y avait un post-scriptum. PS. Si la personne que tu as accueillie ce soir s'appelle Edouard Mendoza, un ancien instituteur aux yeux bleus avec un petit chien nommé Coco, alors sache que notre rencontre n'était pas tout à fait le fruit du hasard. Je l'avais croisé plusieurs fois au parc, pendant mes promenades matinales. C'est un homme bon que la malchance a frappé durement. Il y a 3 mois, je me suis approché de lui et lui ai donné 50 €. Je lui ai dit que ce n'était pas de la charité, mais un investissement dans l'avenir. Il ne comprenait pas ce que je voulais dire. Peut-être comprend-il maintenant. Si tu as rencontré quelqu'un d'autre, c'est que ton cœur a quand même su trouver la bonne personne. Édouard et moi nous regardâmes, stupéfaits. Votre femme m'a donné 50 € il y a 3 mois, dit-il lentement. Je n'avais pas compris. Maintenant si. Elle ne t'a pas placé là comme une pièce sur un échiquier, dis-je. Elle avait juste compris que tu avais besoin d'aide, et que moi, j'aurais besoin d'un ami. Le reste, c'est nous qui l'avons écrit. Finalement, j'ouvris la première enveloppe. À l'intérieur se trouvaient des relevés bancaires montrant des dépôts réguliers sur 10 ans, des chiffres qui semblaient impossibles. Sur un compte, 800 000 €. Sur un autre, 1 500 000 €. Sur un troisième, le reste. La deuxième enveloppe contenait des titres de propriété. 3 immeubles commerciaux dans des quartiers prospères de Paris, tous entièrement payés, tous générant des loyers substantiels. La troisième enveloppe était la plus lourde. Elle contenait un appareil d'enregistrement numérique et plusieurs CD marqués de dates des 6 derniers mois. « Édouard, dis-je finalement, ma voix n'étant qu'un murmure. Mon épouse m'a rendu la vie depuis la tombe. Non, me corrigea-t-il gentiment. Elle l'a protégée pour que vous puissiez vivre la vie que vous méritez. Ce soir-là, Édouard insista pour cuisiner afin de célébrer. Pendant qu'il préparait un dîner simple dans la petite cuisine, je m'assis sur le porche avec tous les documents étalés sur la table. Pour la première fois depuis des mois, je me sentais capable de respirer pleinement. Mais avant de me coucher, j'avais encore une chose à faire. Je pris le coffre et m'assurai que toutes les enveloppes étaient rangées en sécurité. Puis je remis le tapis perçant en place, non plus pour dissimuler quoi que ce soit, mais par respect pour l'endroit où Gloria avait caché sa dernière lettre d'amour. Cette nuit-là, je ne pus dormir. Je restais éveillé sur le canapé du salon, les documents de Gloria étalés autour de moi. À 3 heures du matin, je décidai d'écouter les enregistrements. Je connectai l'appareil numérique à de vieux écouteurs que j'avais trouvés dans un tiroir et appuyai sur Lecture pour le premier fichier. La date affichée à l'écran indiquait le 15 août, 6 mois avant la mort de Gloria. Au début, je n'entendis que des grésillements, puis des voix. Progressivement, je reconnus les voix de Charles et Romina. Ils étaient chez nous, dans le salon, et Gloria avait caché le dispositif derrière un livre sur l'étagère. « Ça ne peut plus durer », disait Romina, sa voix claire et calculatrice. « Ta mère est bien trop indulgente avec ton père. Il a une emprise excessive sur elle. »« Romina, ils sont mariés depuis 36 ans, » répondait Charles. Mais sa voix ne portait pas vraiment de conviction. « Et alors ? Ça ne veut pas dire qu'il doit hériter de la moitié de tout quand elle mourra. » Réfléchis, Charles. Ton père a déjà vécu sa vie. Nous commençons la nôtre. Nous avons besoin de cet argent pour nos futurs enfants, pour l'expansion de l'entreprise. Je mis la bande en pause, le cœur soulevé de nausées. Ce qui me blessait le plus, c'était moins les paroles de Romina que la faiblesse de Charles. Cette faiblesse qui, à force d'être cultivée, s'était transformée en complicité. Je repris l'écoute. « Mais papa a aidé à bâtir l'entreprise, » dit Charles. « Sérieusement, qu'a-t-il fait exactement ? Tenir les comptes, parler aux fournisseurs. Charles, c'est toi qui as un MBA. C'est toi qui comprends les affaires modernes. Ton père est d'une autre génération. » Il y eut une pause. Quand Charles reprit la parole, sa voix n'était plus hésitante. Elle était froide, résolue, la voix de quelqu'un qui a choisi son camp. « Que suggères-tu que nous fassions ? Ta mère doit réécrire son testament.
Elle doit comprendre que l'entreprise sera mieux entre des mains jeunes. Et si elle ne le voit pas d'elle-même, nous l'aiderons à voir les choses autrement. J'ai déjà parlé à Maître Morrison. Il est prêt à coopérer. J'arrêtai l'enregistrement et retirai mes écouteurs. Mes mains tremblaient. Pendant des mois, je m'étais demandé si Charles avait été manipulé, si j'avais été injuste avec lui. Les enregistrements me donnèrent la réponse. Il n'avait pas été aveuglé par l'amour. Il avait vu et il avait choisi. Édouard apparut à l'entrée du salon, Coco dans les bras. « Ça va ?» Je vous ai entendu bouger. « Édouard » dis-je d'une voix tremblante. « Vous est-il déjà arrivé de devoir accepter que quelqu'un que vous aimez vous a trahi délibérément ? Pas par faiblesse, mais par choix ?» Il s'assit sur la chaise en face de moi et réfléchit longuement avant de répondre. « Quand ma femme est morte, j'ai trouvé des lettres qu'elle avait écrites, mais ne m'avait jamais données. Des lettres où elle parlait de sa fierté à mon égard, de tout l'amour qu'elle me portait. J'ai réalisé qu'elle avait été bien plus discrète sur ses sentiments que je ne l'avais compris. Parfois, on découvre que les gens étaient meilleurs qu'on ne le pensait. Et parfois, on découvre qu'ils étaient bien pires, achevai-je pour lui. Je passai les 2 heures suivantes à écouter enregistrement après enregistrement. Des dizaines de fichiers soigneusement étiquetés. Dans un enregistrement de septembre, Charles lui-même appelait l'étude de Maître Morrison pour préciser les termes qu'il voulait voir apparaître dans la nouvelle clause du testament. En octobre, il instruisait Romina sur la façon de présenter les choses à Gloria pour la convaincre que j'étais devenu financièrement dépendant. En novembre, la conversation la plus dévastatrice. Charles disait « Parfois, j'ai l'impression qu'il y a 2 pères différents. Celui qui m'a élevé et cette version actuelle. » Romina répondait « Ce n'est pas une version différente. C'est simplement ce qu'il a toujours été, maintenant que tu n'as plus besoin de lui. » Et Charles, après un long silence, « Tu as raison. » Quand cet enregistrement se termina, je retirai mes écouteurs. Je ne pleurais pas. J'avais passé le stade des larmes. Ce que je ressentais maintenant était plus calme, plus profond. La douleur d'une vérité pleinement acceptée. Édouard me tendit une boîte de mouchoirs. « Je suis vraiment désolé, André. » « Ne le soyez pas. Maintenant, je comprends tout. Et comprendre, même quand ça fait mal, c'est mieux que de vivre dans le doute. » Je sortis une autre enveloppe du coffre, marquée « À ouvrir après avoir écouté les enregistrements ». À l'intérieur se trouvait une autre lettre de Gloria, plus courte que la première. Mon cher époux, avait-elle écrit. J'espère que les enregistrements n'ont pas été trop douloureux à entendre. Tu avais besoin de connaître toute la vérité pour pouvoir prendre des décisions éclairées concernant ton avenir. Pendant 40 ans dans les affaires, j'ai appris qu'il existe 2 types de personnes, celles qui créent de la valeur et celles qui ne font que la prendre. Charles a choisi de devenir la seconde sorte. Ce n'est pas Romina qui l'a transformé, elle a simplement révélé ce qu'il était capable de choisir. Toi, mon amour, tu as été toute ta vie une personne qui crée de la valeur, qui donne de l'amour sans calculer le retour. Édouard écoutait pendant que je lisais à voix haute. Mais il y a autre chose que tu dois savoir. À la Banque Centrale Trust de Paris, dans le coffre-fort numéro 1457, se trouvent des documents supplémentaires. La clé est scotchée sous le tiroir inférieur du bureau de cette cabane. Dans ce coffre-fort, tu découvriras des copies de tous les documents légaux nécessaires pour annuler le testament, si tu en décides ainsi. Il y a aussi la preuve écrite que Romina a rencontré Maître Morrison en secret, 2 mois avant ma mort, pour lui proposer une compensation financière en échange de sa coopération. Mon cœur se mit à battre plus vite. Pas seulement de la manipulation, de la corruption. Mais André, poursuivait la lettre, la décision de ce que tu feras de ces informations t'appartient entièrement. Tu peux les utiliser pour récupérer ce qui t'appartient légalement, ou tu peux simplement avancer vers ta nouvelle vie en sachant que tu as déjà plus que ce qu'il te faut pour être heureux. La justice ne requiert pas toujours la confrontation. Édouard se pencha en avant. Que dit-elle d'autre ? Ce que j'espère, c'est que tu utiliseras ta nouvelle liberté pour trouver le bonheur que tu mérites. Trouve des personnes qui t'apprécient pour ce que tu es. Trouve un but qui remplira ton cœur. Et s'il te plaît, ne perds plus un seul jour à t'apitoyer sur des gens qui ont choisi la cupidité plutôt que l'amour.
La lettre se terminait sans post-scriptum cette fois. Gloria avait dit tout ce qu'elle avait à dire. L'appel que je passais le lendemain matin n'était ni pour Charles, ni pour Romina. Il était destiné au bureau de la Banque Centrale Trust de Paris. « Bonjour », dis-je lorsque la réceptionniste décrocha. « J'ai besoin d'accéder à mon coffre-fort. Le numéro est 1457. »« Bien sûr, monsieur. Votre nom ?»« André Herrera. » Il y eut une pause. « Monsieur Herrera, j'ai ici une note dans votre dossier indiquant que vous pourriez venir à un moment donné dans les prochains mois. Votre épouse a laissé des instructions très spécifiques. » Gloria avait pensé à tout. 2 heures plus tard, Édouard et moi étions assis dans une salle privée de la banque, tandis que le directeur, un homme âgé nommé Monsieur Patterson, ouvrait le coffre-fort devant nous. « Votre épouse était une cliente très estimée, » dit Patterson en posant le coffre sur la table. « Elle venait ici tous les mois ces dernières années. Elle parlait souvent de vous, Monsieur Herrera, avec beaucoup de fierté. » À l'intérieur du coffre se trouvait exactement ce que Gloria avait promis. Des documents légaux parfaitement organisés, des preuves supplémentaires de la manipulation et une enveloppe qui m'était adressée avec l'instruction de ne l'ouvrir qu'après avoir trouvé le coffre. Édouard resta silencieux pendant que j'ouvrais l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une autre lettre de Gloria. Son écriture semblait plus tremblante, comme si elle l'avait rédigée alors qu'elle était déjà très malade. « Mon cher André, » commençait-elle, « si tu lis ceci, cela signifie que tu as suivi tout le chemin que j'ai conçu pour toi. J'espère que ce fut un voyage de découverte, non seulement sur la vérité de notre famille, mais aussi sur ta propre force. Tu as maintenant entre les mains tout ce qu'il te faut pour récupérer légalement ce qui t'appartient. Tu disposes de preuves suffisantes pour que Charles et Romina soient poursuivis pour fraude et corruption. Tu as le pouvoir de tout récupérer. » Édouard se pencha en avant, mais je poursuivis ma lecture. « Mais j'ai connu mon mari pendant 36 ans. Je sais que ton cœur n'est pas fait pour la vengeance destructrice. Il est fait pour quelque chose de bien plus puissant, pour trouver la lumière au cœur de la perte, pour créer du bien là où il y avait de la trahison. » La lettre continuait avec des détails précis sur chacun des comptes bancaires secrets, chaque propriété, chaque investissement. Puis, dans l'enveloppe marquée « Avenir », tu trouveras des informations sur une fondation que j'ai établie en secret. Elle est conçue pour aider des personnes comme Édouard, si c'est bien lui que tu as rencontré, ou comme quiconque tu as choisi d'aider cette nuit-là. Édouard leva les yeux, surpris. Je cherchais l'enveloppe marquée « Avenir » et l'ouvris. À l'intérieur se trouvaient les documents de constitution d'une fondation nommée « Seconde Chance », ainsi qu'un compte bancaire séparé contenant 500 000 € spécifiquement destinés aux opérations de la fondation. Si tu décides d'accepter le rôle de directeur de cette fondation, lisais-je, tu auras un but qui donnera un sens à toutes les années qu'il te reste. Mais plus important encore, tu auras un moyen de transformer ta douleur en espoir pour les autres. Édouard, lui dis-je en me tournant vers lui, que diriez-vous de devenir le premier bénéficiaire officiel d'une fondation ? Ses yeux s'embuèrent de larmes. Monsieur André, je ne... Que diriez-vous d'être mon associé pour la diriger ? L'interrompis-je en souriant pour la première fois depuis des semaines. Vous connaissez les rues, vous connaissez les gens qui ont besoin d'aide. J'ai les ressources. Et nous nous faisons confiance. Cet après-midi-là, de retour à la cabane, je pris la décision qui allait définir le reste de ma vie. Je composais le numéro de Charles. « Papa », répondit-il, l'air surpris. « Comment vas-tu » Sa voix était normale, même affectueuse. Comme si les conversations que j'avais entendues sur les enregistrements avaient été tenues par un étranger. « Charles, » dis-je avec calme, « j'ai besoin de te demander quelque chose, et je veux que tu sois honnête avec moi. » « Bien sûr, papa. Qu'est-ce qui se passe ? As-tu jamais eu l'impression que j'avais été un bon père pour toi ?» Il y eut une longue pause. « Pourquoi me demandes-tu ça ? Réponds juste, s'il te plaît. Bien sûr que tu as été un bon père. Tu es merveilleux. Et crois-tu que je mérite d'être traité avec respect et amour ? Papa, d'où viennent ces questions ? Réponds, Charles. Oui, bien sûr. Alors je veux que tu saches quelque chose. Ma voix restait étonnamment stable. Je sais exactement ce que Romina et toi avez fait. Je suis au courant des conversations enregistrées.
Je sais que tu as appelé toi-même Maître Morrison pour formuler les clauses du testament. Je sais que Romina l'a soudoyé. Je sais de chaque étape de votre plan. Le silence de l'autre côté de la ligne fut total. Papa, je ne sais pas de quoi tu parles. Ne me mens pas, Charles. Ta mère a tout documenté. Elle t'a entendu. Elle vous a écouté pendant des mois. J'entendis Romina crier quelque chose en arrière-plan, puis des pas précipités. Qu'est-ce que tu veux? La voix de Charles avait changé. Plus de chaleur feinte. Juste la froideur que j'avais entendue sur les enregistrements. Je ne veux rien de vous. J'appelle pour te dire que vous pouvez garder tout ce que vous avez obtenu du testament. L'entreprise, la maison, les comptes bancaires que vous connaissez. Quoi? Je ne vais pas me battre pour ces choses. Je n'utiliserai pas les preuves que j'ai pour vous poursuivre en justice. Vous pouvez tout garder. Charles ne répondit pas immédiatement. Pourquoi? Parce que j'ai découvert quelque chose que vous n'aurez jamais. J'ai découvert que je pouvais être heureux sans vous. Je raccrochai avant qu'il ne puisse répondre. Édouard, qui était resté silencieux pendant tout l'appel, me regarda avec quelque chose qui ressemblait à de l'admiration. C'était incroyablement fort. Non, répondis-je, me sentant plus léger que depuis des mois. C'était la liberté. Cette nuit-là, tandis qu'Édouard et Coco dormèrent dans la chambre, je restais éveillé dans le salon, planifiant mon avenir. L'entreprise que Charles avait héritée avait des problèmes qu'il ne connaissait pas. Une concurrence féroce, des clients fidèles à ma façon de travailler. Pas à lui. Des dettes cachées que je connaissais, mais pas eux. Sans l'expérience accumulée et sans les relations que Gloria et moi avions cultivées pendant 30 ans, l'entreprise échouerait probablement en 2 ans. La maison à Neuilly nécessitait des réparations constantes que nous avions toujours gérées discrètement. Et les comptes bancaires qu'il connaissait ne contenaient qu'une fraction du patrimoine réel. Il s'était battu si fort pour obtenir les miettes qu'il n'avait pas réalisé que le véritable festin se trouvait ailleurs. Mais la plus douce des justices était intérieure. Je ne me réveillais plus chaque matin en me demandant pourquoi ma famille ne m'aimait pas. Je connaissais la réponse. Et cette certitude, si douloureuse fut-elle, était aussi une forme de liberté. Le lendemain, Édouard et moi avons officiellement commencé à planifier la fondation Seconde Chance. Es-tu sûr de vouloir faire cela? Me demanda Édouard, tandis que nous examinions les documents légaux. Édouard, pendant 62 ans, j'ai essayé de gagner l'amour de personnes qui avaient décidé que je ne le méritais pas. Maintenant, je vais passer le reste de ma vie à donner de l'amour à des personnes qui le méritent. Il sourit, ce sourire doux que j'en étais venu à associer à une bonté authentique. Votre épouse était une femme très sage. Oui, acquiesçai-je. Et son dernier cadeau n'était pas l'argent. C'était de m'apprendre que le véritable amour signifie parfois protéger quelqu'un de sa propre naïveté. Cette nuit-là, pour la première fois depuis la mort de Gloria, je dormis profondément. Je rêvais de l'avenir que j'étais sur le point de construire. Un avenir rempli de sens, entouré de personnes qui choisissaient la bonté plutôt que la cupidité. La justice était arrivée, non pas avec des cris ou des confrontations, mais avec la reconnaissance silencieuse que certaines batailles se gagnent mieux en ne les livrant pas. 6 mois plus tard, j'étais assis sur le porche de ma nouvelle maison, une belle propriété à 2 étages que j'avais achetée avec mon véritable héritage. Édouard vivait dans la maison d'amis que nous avions construite dans le jardin. Coco, maintenant dodu et brillant après des mois de soins vétérinaires, dormait à mes pieds. Bonjour, chef, dit Édouard en s'approchant avec 2 tasses de café. C'était notre rituel matinal. Planifier la journée en regardant le lever du soleil. Bonjour, associé, répondis-je en prenant ma tasse. Comment la famille Gonzalez a-t-elle dormi? Les enfants étaient un peu nerveux la première nuit, mais Maria dit qu'ils se sont sentis en sécurité. Monsieur Gonzalez a déjà 2 entretiens d'embauche cette semaine. Je souris. La famille Gonzalez était notre 27e cas. En 6 mois, nous avions aidé 27 familles à trouver non seulement un logement, mais aussi des emplois stables et, plus important encore, de la dignité. Mon téléphone sonna. Un numéro que je n'avais pas vu depuis des mois. Charles. Édouard remarqua mon expression. Voulez-vous que je m'en aille? Non, dis-je en décrochant.
Je n'ai plus de secret à protéger. Allô, Charles? Papa? Sa voix semblait lasse, défaite. Comment vas-tu? Je vais très bien. Que veux-tu? Un long silence. Pourrions-nous nous voir? J'ai besoin de te parler. De quoi veux-tu parler, Charles? De tout? De l'entreprise, de la maison, de ce que j'ai fait? J'avais attendu cet appel. Gloria l'avait prédit dans sa dernière lettre. Charles finira par réaliser ce qu'il a perdu. Quand cela arrivera, la décision de lui pardonner ou non te reviendra. Et je fais confiance à ton cœur pour prendre la bonne décision. Où veux-tu que nous nous voyions? Pourrais-tu venir à la maison? Celle de Neuilly-sur-Seine? 2 heures plus tard, Édouard et moi arrivâmes devant ce qui avait été ma maison pendant 30 ans. Le contraste était saisissant. Le jardin que j'avais méticuleusement entretenu était à l'abandon. Les gardénias que Gloria avait plantés étaient de mort. Des panneaux à vendre ornaient la pelouse des maisons voisines. Charles m'accueillit à la porte. Il paraissait 10 ans de plus. Il avait maigri. Ses cernes étaient profonds. « Papa, merci d'être venu. »« Où est Romina ?» demandai-je en entrant. « Elle est partie, il y a 3 semaines. Quand elle a réalisé que l'entreprise allait faire faillite et que nous allions perdre la maison, elle a décidé que je n'étais plus un investissement viable. » Ce furent ses mots exacts. Édouard et moi échangeâmes un regard. Elle a emporté tout ce qu'elle pouvait vendre. Les bijoux, les œuvres d'art, même la belle vaisselle. Elle a laissé une lettre disant qu'elle avait trouvé quelqu'un qui pouvait lui offrir la vie qu'elle méritait. Nous nous assîmes dans le salon. Des cartons étaient éparpillés partout. L'entreprise a fait faillite. Les clients sont partis quand ils ont réalisé que je n'avais aucune idée de comment entretenir les relations que toi et maman aviez bâties. Les employés ont démissionné. Les créanciers intentent des procès. La maison est en saisie immobilière. Il leva les yeux vers moi, les yeux rouges. « Papa, j'ai été si stupide, si incroyablement stupide. » Je le regardais un long moment. Ce que j'avais entendu sur les enregistrements me revenait. Cette voix froide, résolue, celle de quelqu'un qui choisit. Ce n'était pas la stupidité qui l'avait mené là. C'était l'avidité. La différence importait. « Charles, dis-je prudemment, pourquoi me racontes-tu tout cela? Parce que j'ai besoin que tu saches que j'ai réalisé. Pas seulement ce que j'ai perdu matériellement. Je t'ai perdu, toi. Et c'est ça qui m'est insupportable. Et Romina? Tu l'as laissé orchestrer tout cela? Tu as participé? » Il baissa la tête. « Oui, je ne vais pas te dire qu'elle m'a manipulé. J'aurais pu choisir autrement à chaque étape. Je ne l'ai pas fait. » C'était la première fois qu'il ne cherchait pas d'excuses. Quelque chose en moi se dénoua légèrement. « Je ne te demande pas de me pardonner, papa. Je sais que je ne le mérite pas. J'avais juste besoin que tu saches que je comprends ce que j'ai fait et que je le regrette chaque jour. » Je regardais mon fils et je ressentis quelque chose que je n'attendais pas. Non pas le triomphe, ni la satisfaction d'avoir eu raison, mais une profonde tristesse pour tout le temps que nous avions perdu. « Charles, il y a quelque chose que tu dois savoir. » Je lui racontai tout, le coffre, les comptes secrets, les enregistrements. Comment j'aurais pu le détruire si je l'avais voulu? Comment j'avais choisi de ne pas le faire? Quand j'eus fini, Charles était silencieux. Puis, maman savait tout. Elle savait tout. Et malgré ça, tu n'as pas utilisé les preuves contre moi? Non. Pourquoi? Parce que ta mère m'a appris que, parfois, le véritable amour signifie laisser les gens faire face aux conséquences de leurs choix. Non pas pour les punir, mais pour qu'ils puissent, s'ils le veulent vraiment, apprendre à être différents. Mais j'ai tout perdu. Tu as perdu de l'argent et des biens. Tu as perdu une femme qui ne t'a jamais vraiment aimé. Ce que tu peux encore récupérer, c'est ton intégrité, si tu choisis de te battre pour elle. Cette fois pour de bon. Édouard prit la parole doucement. La Fondation a toujours besoin de bénévoles. Charles le regarda, confus, puis me regarda. Quelle fondation? Je lui expliquai Seconde Chance, les familles aidées, le sens que j'avais trouvé. Si tu veux vraiment une deuxième chance, dis-je, ce n'est pas l'argent qui te la donnera. C'est le travail honnête. C'est apprendre à donner sans calculer ce que tu recevras en retour. Et ça prend du temps. Y a-t-il une place pour moi? Je regardais Édouard,
qui hocha la tête. Il y a une place, comme bénévole, comme quelqu'un qui commence par le bas et qui gagne la confiance, pas la fonction. J'accepte. Cela ne signifie pas que tout redevient comme avant. Nous devrons reconstruire lentement et honnêtement. Mais cela signifie que tu peux commencer. 6 mois plus tard, Charles était sur mon porche, buvant le café du matin. Non plus le fils qui calculait, mais quelqu'un qui apprenait à construire. Il avait participé à la construction de 3 maisons pour des familles sans abri. Il avait appris la plomberie de base et la menuiserie. Il avait commencé à animer des cours d'éducation financière pour les bénéficiaires de la fondation. Romina n'était jamais revenue et Charles n'avait jamais posé de questions à son sujet. « Tu sais quoi ?» me dit-il un matin, tandis que nous regardions Édouard enseigner à un groupe d'enfants comment prendre soin d'un petit jardin que nous avions planté. Je crois que maman savait exactement ce qui allait se passer. Comment ça ? Je crois qu'elle savait que j'avais besoin de tout perdre pour me retrouver. Et elle savait que toi, tu n'avais pas besoin de vengeance. Tu avais besoin de liberté. Je regardais mon fils et je ressentis quelque chose que je n'avais pas espéré ressentir à nouveau. Pas encore de la fierté. C'était trop tôt pour ça, mais quelque chose de fragile et de réel. L'espoir que la fierté reviendrait, un jour. Et sais-tu ce que je crois d'autre ? Continua-t-il. Quoi ? Je crois que le véritable héritage que maman nous a laissé, ce n'était pas l'argent. C'était l'opportunité de devenir les meilleures versions de nous-mêmes, à condition de la saisir. Cet après-midi-là, seul dans mon bureau, je sortis la dernière lettre que Gloria m'avait laissée, trouvée dans ma vieille chambre quand j'étais retourné chercher quelques affaires personnelles. « Mon cher André », avait-elle écrit, « si tu lis cette lettre, cela signifie que Charles a retrouvé le chemin vers toi. Je suis heureuse qu'il l'ait cherché. Je suis heureuse que tu lui aies laissé la porte entr'ouverte. Je n'ai jamais douté que tu trouverais ta force. Et je n'ai jamais douté que, le moment venu, tu aurais le cœur assez grand pour ne pas fermer définitivement la porte à notre fils, même si c'est lui qui l'avait claqué. L'amour que nous avons construit pendant 36 ans n'est pas mort avec moi. Il vit dans chaque vie que tu touches, dans chaque famille que tu aides, dans chaque moment de paix que tu trouves. C'est le véritable héritage caché. L'amour ne meurt jamais. Il trouve seulement de nouvelles façons de se manifester. Je t'aime maintenant et pour toujours. Ton épouse dévouée, Gloria. Je pliai la lettre avec soin et la plaçai dans le tiroir de mon bureau, à côté de la montre que Gloria m'avait offerte pour notre 20e anniversaire. Non pas comme le symbole d'un passé perdu, mais comme le rappel d'un amour si profond qu'il avait continué à me protéger même après la mort. Ce soir-là, pendant le dîner familial hebdomadaire qu'Édouard, Charles et moi avions commencé à partager, Charles me posa une question. « Papa, es-tu heureux ?» Je regardais autour de la table. Édouard, l'homme devenu comme un frère. Charles, le fils que j'avais perdu et qui cherchait à se retrouver. Coco, dormant paisiblement sous la table. Et les photos sur les murs de toutes les familles que nous avions aidées. « Oui, » répondis-je. Et c'était la première fois depuis des années que je pouvais prononcer ce mot avec une honnêteté totale. « Même après tout ce que tu as traversé ?» demanda Charles. « Surtout après tout ce que j'ai traversé. Car tout ce que j'ai vécu m'a mené exactement là où je devais être. Ce soir-là, tandis que je me préparais à dormir, je regardais par la fenêtre vers le jardin, où Édouard avait planté de nouveaux gardénias, semblables à ceux que Gloria cultivait dans notre ancienne maison. L'héritage que Gloria m'avait laissé n'était pas l'argent caché sur des comptes secrets. C'était la confiance en ma propre bonté, la force de choisir la compassion plutôt que l'amertume, et la sagesse de comprendre que parfois, tout perdre est la seule façon de gagner ce qui compte vraiment. Et tandis que je m'endormais, entouré de la paix que j'avais bâtie de mes propres mains, je savais que Gloria serait fière de l'homme que j'étais devenu.